Dans notre nouvelle émission Noir sur Blanc, nous avons décidé d'inviter David Greuze, alias Freddy To Go. Cet humoriste louviérois, connu pour son personnage attachant et décalé, est surtout connu avec sa chanson Ça va d'aller. Avec son style unique et son charisme, il sera totalement plongé dans le noir complet pour vivre une expérience sensorielle unique. Filmé avec nos caméras infrarouges, vous pourrez tout voir et vous constaterez que ce ne sera pas une simple interview. David aura l'occasion de se livrer sans filtre sur sa vie et sa carrière. David, c'est à toi maintenant. Es-tu prêt ? Tu peux enlever ton masque. J'entends. Tu peux le déposer sur la table à côté de toi. Sur ta gauche, il y a une petite table. Voilà, très bien. Alors, comment tu te sens ? Ben relax quoi, hein, c'est paisible. Ça fait un bien fou quoi. Ouais ? Ouais. C'est pas quelque chose qui t'effraie ? Non, du tout. Bon, j'ai une formation de l'image, tu vois, donc... et on est dans une société de l'image où on est tout le temps confronté à des choses à voir. Société de communication, on nous impose, on nous matraque d'images tous les jours. Donc de temps en temps, une vraie pause comme ça, de noir total, je trouve que c'est très rassurant. Peut-être qu'il y a un côté fœtal là-dedans. Hein. On doit retourner à un état de bien-être. Ouais, une époque larvaire ou animale où on n'avait pas encore toutes ces images matraquées dans les yeux. Ouais. Peut-être c'est ça, ouais, ça fait du bien. Mais on va essayer de faire une jolie pause. Alors, David, je vais commencer cette interview par te faire goûter quelque chose. Hop. Déjà ? Direct. Ah, ok. Voilà, donc ici je vais te passer un verre, si tu sais le prendre, tu le sens. C'est un verre vin. Ah. Verre à pied en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'il y a du vin dedans, mais... Non, ça va. Alors, je te laisse... ouais, tu peux boire. C'est fruité. Rien spécial à reconnaître, hein. Non. C'est quoi ? Tu sais nous décrire ce que tu goûtes ? C'est une espèce de petite limonade. Voilà. Ça goûte fort le Canada Dry plat, tu vois. Vieux. Non, mais c'est ça. Tu vois ça, quand vous avez les communions, là, ouais. Et en fin de soirée, le Canada Dry qui est resté sur la table, et tu veux boire un dernier verre, il est tout plat. Et presque chaud. Bon, j'espère que c'est quand même bon. Non, là c'est bon. Là il est frais. C'est ça, c'est une petite citronnade pour te mettre bien. Donc voilà, bien. Si tu as soif pendant l'interview, garde le verre. Tu peux garder le verre, tu peux le déposer sur la table. Ouais, mais je suis hyper maladroit. Donc écoute, s'il y a un accident, c'est pas grave, je n'en voudrais pas. D'accord. Alors David, 3e spectacle avec Freddy. Est-ce que tu peux un peu nous en parler de ce 1 ? Oui, 1. Ouais, alors déjà on me demande pourquoi ce titre. Ouais. H-E-I-N, je précise. H-E-I-N, ouais. Voilà. C'est plus qu'un titre, c'est une interpellation, hein. Et donc ce qui est interpellant est intéressant, en tout cas comme titre. Et en plus, je viens de la région du centre, donc la Louvière, Strépy-Bracny. Et dans cette région, on utilise beaucoup le 1, enfin dans la région, dans le Hainaut aussi, 1. On termine les phrases en disant 1, souvent. Donc c'est vraiment une espèce de petite marque intéressante, verbale, qui est, tu sais comme je suis attaché à notre identité locale, et en même temps j'aime bien le côté universel, quoi. Parce que du genre, les gens du Sud, ils utilisent aussi le 1. Les Toulousains, ils ont une manière aussi particulière. Donc voilà pourquoi le 1. Dans les grandes lignes, ce spectacle, c'est quoi les nouveautés ? Alors, il est né à l'époque truculente, post-Covid ou plein Covid, où on était obligé de jouer devant des gens masqués, etc. Donc ça crée des situations un petit peu rocambolesques, où on jouait dans un parc en dessous d'un grand platane ou d'un sapin à l'abri, et sur une espèce de petite scène, caravane, camping-car, tout ça. Et ça m'a donné l'envie d'écrire des trucs sur la situation Covid et post-Covid, ce qu'on avait vécu, par où on était passé. Et puis évidemment, ce spectacle, qui a été créé ces sketchs qui ont été créés en 2020, ils ont évolué avec la situation. Aujourd'hui, parler du problème, du complotisme, parler des gens qui ont disparu.
des gens qui ont marqué l'époque, le kayak, etc. C'est un peu has-been, tu vois. Donc il a fallu faire évoluer le truc, où je parle un petit peu, voilà, c'est quoi la société d'aujourd'hui. Donc c'est le regard de Freddy sur la société d'aujourd'hui, cette société post-Covid, si tu veux. On parle surtout de la relation que nous avons avec nos voisins français. Ouais. Ça a démarré de là aussi, tu vois, de tout cet humour franco-belge, cette relation franco-belge, que ce soit dans le foot, dans la politique ou dans la société en général. Depuis Coluche, les Français nous prennent pour des cons, et nous, ça nous va bien. Tu vois. Et donc je me suis amusé avec tout ça, voilà, cette relation franco-belge. Et aussi dans la société d'aujourd'hui, quelles sont les choses qu'on peut dire encore, avec quoi on peut rire, avec qui on peut rire encore. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est le regard de Freddy sur la société d'aujourd'hui, avec une espèce d'interpellation qui termine par « un » et qui commence aussi par ça. Alors pour parler un peu de la genèse de Freddy, je voudrais te faire écouter un premier extrait. Et puis ça va. Ça va bien, ça va très bien, ça va bien, oh que c'était bien, c'était bien, c'était bien, On est en train de perdre Gilbert Rozon là. Quand j'entends cette version, punaise. C'est donc 2012, donc, le passage à la France à l'incroyable talent. C'était une super aventure, mais vraiment, c'est ce qui a tout déclenché en fait, vraiment. Parce que là, je crée le personnage de Freddy 1 an auparavant, pendant notre fameuse crise gouvernementale, il y a 542 jours. Monsieur Poulvord, nous sommes en crise politique, je vous le rappelle. Et une crise politique ne se règle pas à coup de boutade, mais à coup de réunions, de discussions, de négociations qui prennent des heures et des heures, parfois même des nuits entières. Et ces gens qui travaillent pour nous dans l'ombre, dans les bureaux, dans la nuit, pour trouver une solution à cette crise, vous, monsieur, avec vos attitudes ridicules, vous anéantissez tous leurs efforts. Ce n'est pas bien, monsieur. Ce n'est pas bien de faire ça, surtout en des périodes difficiles comme celle-ci. Et puis 1 an après avoir fait des vidéos sur internet, parce que les potes m'ont dit « continue avec ce personnage de Freddy, on a envie de l'entendre ». Je me réveille un matin avec la tristitude de Hall de Laf. Tu vois ce morceau ? Ouais. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? Et ça me fait marrer quoi. On se réveille dans le lit avec le radio réveil et on a un fou rire. Et quand tu te réveilles le matin avec un fou rire dans ton lit, tu peux être sûr que ta journée va être bonne. Et ça m'a donné l'impulsion de dire j'ai envie de faire une chanson aussi quotidienne, aussi banale, aussi commune. J'aime bien le mot commun, que cette chanson avec Freddy. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me délirer sur la chanson de Sabadallé, où des matins t'as pas envie, et puis voilà, il se passe un truc qui fait que ça se passe bien. C'était pour positiver la chose, à l'époque on en avait tous besoin. Il y a des matins, il y a des matins, il y a des matins, quand tu te lèves, tu sens très bien que ça ne va pas bien. Et puis tu te dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller, hey. Et puis ça passe, ça se passe bien. Tu es passé un très joli matin. Donc ce morceau a vraiment fait... Voilà, et j'ai balancé le morceau sur internet en me disant advienne que pourra, et voilà, ça a été vraiment le coup de kick parce que la France a l'incroyable talent m'a envoyé un mail suite à la vidéo pour participer à l'émission. Et t'as été jusqu'en en demi-finale. C'était en demi-finale, ouais. Et puis ils m'ont demandé de repasser en finale avec eux. Parce qu'ils étaient persuadés que la chanson, donc dès le départ, ils m'ont dit cette chanson, ça va être la mascotte de l'année. J'ai dit ok, d'accord, allez. C'est un truc tellement belge et local, ça va aller. J'ai dit non, ici à Paris, tout le monde la chante et elle fonctionne. Donc, tu vois, je suis allé là-bas, la fleur au fusil. Ouais, c'est fou. En me disant, je vais me faire dégager très vite, et non, ça a bien pris. Donc, c'était la première très très belle expérience télé. Télé, ouais. Voilà. Parce qu'on peut dire aussi que les débuts de Freddy, tu le dis toi-même, ont été un peu plus timides, un peu plus compliqués.
tes premiers stand-up peut-être, ou voilà, c'est quelque chose quand même qui se construit avec le temps. Ouais, C'est totalement. Pas évident dès le début, quoi. Non, totalement. Donc, c'est-à-dire, donc pour replacer le truc, quand j'ai eu ma première expérience télé professionnelle, parce qu'auparavant, quand on avait 20 ans, on a fait de la télé sur Antenne Centre, les collègues de la Louvière. Et là, c'était la première fois qu'on a goûté. Mais là, première expérience en télé. Et puis là, il y a une boîte de production bruxelloise, Kings of Comedy, qui vient me trouver en me disant on va bosser ensemble, donc dans 1 an et demi, il faut que tu aies un spectacle. Mais j'avais que ça va d'aller, moi. Et puis en effet, donc là, tu commences à te tester dans des scènes. Et là, le Kings of Comedy qui me proposait aux artistes donc tester des sketchs avec un public de stand-up. Tu vois. Donc c'est un public exigeant, qui connaît bien l'humour, qui connaît bien les ficelles. Et c'est une école très 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 intéressante. Et donc les premiers textes que j'écris, je fais un personnage que je pense être celui que je maîtrise. Et en fait quand tu montes sur scène, les gens reçoivent un truc différent. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait pas mal de problèmes politiques, racisme, enfin, ça n'a pas changé quand je dis à l'époque. Ouais. Mais il y avait notamment Christine Taubira en France, qui s'était fait insulter par une députée FN à l'époque. Bon, c'était déjà les mêmes. Et j'ai envie de parler de ça, de m'amuser avec ça sur scène. On lui avait dit, remonte dans ton arbre, manger ta banane. Voilà. Et avec Freddy, j'ai joué avec ça, sur une banane sur scène. Et je pensais que c'était drôle, mais les gens prenaient ça en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte, il est raciste en fait. Et je me suis dit ouais, punaise, c'est tellement important l'exercice de l'écriture déjà, du sketch, et comment tu le livres, il faut que ce soit précis pour les gens qui reçoivent. Et là j'ai compris, le premier truc c'est que quand tu veux donner quelque chose, il faut faire appel à l'intelligence du public, mais il faut surtout leur donner les clés pour pouvoir décoder ce que tu fais. Voilà. Et ça, ouais, le début, comme tu dis, c'était un peu compliqué. Tu prends des lattes dans les dents, parce que tu penses, ouais, c'est fait maintenant, ça y est, je suis un comique, je peux dire ce que je veux sur scène. Eh ben non, jamais, c'est jamais fait, encore aujourd'hui. Tu dois toujours faire attention à ce que ton message soit clair, ou en tout cas, que tu sois intègre par rapport à ce que tu écris et comment tu le joues. C'est un apprentissage, quoi, évidemment. Ouais, Freddy n'est pas né du jour au lendemain. Et puis prendre des claques, de temps en temps, ça remet les pieds sur terre. Parce que tu dis, t'es jamais arrivé le jour où tu penses que t'es arrivé, bah voilà, tu peux arrêter. Ça. Et puis la suite de ça, dans les grandes lignes, ça a été des capsules, un premier spectacle, un deuxième, un passage au Grand Cactus. C'est tout ça, hein, Freddy, c'est... Ouais, c'est ça, enchaîné comme ça. Oui, ça s'est enchaîné, le spectacle arrive en fin 2014, le tout premier. Ici à Charleroi d'ailleurs, Comédie Centrale, juste à côté. C'est la toute première fois que je mets vraiment Freddy sur scène pendant 2 heures. Je mets tous les textes que j'ai écrits, je teste le truc. Et voilà, c'est la Sabam qui organise cette soirée-là. Enfin, la Sabam qui me proposait donc d'organiser mon premier spectacle, que j'avais rien. Au mois de mars, on me dit on fait ta première de ton premier spectacle. D'accord, en octobre. Ah ben j'ai rien. Il a fallu écrire, tu vois, tout mettre en place. Puis en effet, voilà, mon premier spectacle. Et puis tu commences à rôder le truc, à apprendre le métier, parce que c'est un vrai métier. Et puis là, oui, tu apprends ton métier sur scène, tu évolues. Et puis en 2015, voilà, il y a le Grand Cactus qui me propose de participer à ce projet qui est un projet mais inouï, tu vois, à l'époque. On ne savait pas où on va. Et puis en effet, ça a été encore une fois une formidable aventure. La deuxième plus belle expérience de télévision professionnelle. Avec un groupe extraordinaire, des personnes géniales. Seigneur, d'un gars et d'un chef, Messire Georges Clooney de Rick Central. Séant, faites rendre gorge à ce ridicule bouffon à la tête glabre. Zou. Non, en fait, c'est lui le chef ici. Eh oui. Comment? Ah oui, je l'ai fait forger à Coqueril, bon. Souvent on dit, tiens, t'es humoriste, fais-nous rire. Tu sais, quand t'es en repas ou quoi, t'es pas comique. Non, en effet, dans la vie, on n'est pas forcément drôle tout le temps. Enfin, tu vois, il y a des acteurs qui le sont tout le temps, ils jouent tout le temps. C'est leur naturel à eux. Ou ils sont pas naturels, ils se la jouent tout le temps. Moi, j'ai des potes en barbecue, c'est eux qui me font marrer. Ils sont vraiment super drôles avec des vannes, des blagues, de la vivacité, la perspicacité dans ce qu'ils disent. Et puis si je les prends, que je les mets sur scène, mais ils sont nuls les mecs.
David, je vais te passer quelque chose Yes. dans un petit sachet. Ah. Je vais essayer déjà de l'ouvrir, voilà. Donc l'ouverture est vers le haut et tu vas essayer de deviner ce que c'est à l'intérieur. Un petit sachet. Est-ce que tu vois l'ouverture du sachet? Ouais, voilà. J'ai un petit cordon. Ok, Ouais, là, ça. très bien. Voilà, je te le laisse. Je dois le prendre. Tu prends ce qu'il y a dedans, Ouais. peut-être Ok. le sortir et Ça ressemble à une paire de chaussettes. Exact. Ouais, une paire de chaussettes. Est-ce que c'est pas un élément Tout à fait. important dans le personnage de Freddy, en plus de ses lunettes et du reste? Et voilà, et puis t'as été à Avignon cet été, Oui. les chaussettes ont été importantes apparemment. Bah, alors, les chaussettes, c'est une rencontre comme on en fait souvent avec des gens très chouettes, des gens humainement sympathiques, avec des projets professionnels, avec une belle âme. Voilà. Et ici, c'en est une. Je vais jouer au festival Namur is a Joke, organisé par Guillaume, à Namur. Et là, il y a un gars à la conférence de presse qui vient me trouver, Samuel. Il me dit, ouais, voilà, je produis des chaussettes ici sur Namur et je t'offre une paire amusante, des chaussettes de fantaisie avec des paquets de frites dessus. Et puis on délire tous les deux, on se dit, bah tiens, on ferait bien une paire de chaussettes avec la tête de Freddy dessus, quoi. Et il me dit, ah, je n'osais pas te le proposer. Donc voilà, c'est un délire comme ça au départ. Ouais. Et je lui dis, bah, écoute, si tu deviens fournisseur officiel de chaussettes pour Freddy, bah, on fait un échange, le win-win. C'est un produit local, le gars il fait fabriquer ses chaussettes au Portugal. Tu vois, donc ça reste un truc européen. Ça me plaît bien l'idée, le délire. Ouais. Et puis voilà, comme je partais à Avignon, ce serait drôle de distribuer des chaussettes au public pendant le spectacle et en rue. Ouais. Et en même temps, ça fait une petite promo pour la société du copain. Là. Et voilà, on a mis les deux choses et les gens étaient très contents d'avoir des petits cadeaux. On se casse parfois la tête pour rendre la femme heureuse, donnez-leur une paire de chaussettes et regardez comment ils sont contents. Regardez-moi ça. Ouais. David, pour parler aussi un petit peu du personnage de Freddy, comment tu l'as construit, imaginé? Sur quoi, sur qui tu t'es basé? J'avais envie de construire, de jouer un perso qui serait l'espèce de monsieur tout le monde, le super banal du quotidien, mais avec toute la verve et toute la qualité des gens de chez nous. Parce que tu sais bien parler des choses que tu connais bien. Tu vois, et donc là, j'avais envie de construire un personnage très louviérois, très wallon, avec cette spontanéité qu'ils ont les gens de chez nous, avec ce caractère soupolette et qui est capable de changer d'humeur à la seconde, de s'énerver pour un détail et puis de vite retomber, pardon, je me suis emporté, et d'offrir un verre à tout le monde, d'être grandiloquent et d'être en même temps très petit. Donc j'aimais bien ces contrastes-là dans le personnage. Et donc je l'ai fait avec les gens que j'aime bien autour de moi. Il y avait beaucoup de mon papa dedans, dans sa manière de parler, de son éloquence, de ses grandes mains qui font des grands gestes. Freddy, j'aime bien qu'il soit classe en apparence, mais il y a toujours un truc, un détail qui va pas, ou alors c'est l'ensemble qui fait que il est élégant parce qu'il fait les efforts pour l'être, quoi. Et donc je dis que ça vient d'une phrase de mon père qui tient de son grand-père, qui dit « c'est pas parce qu'on est dans la misère qu'il faut en avoir l'air ». Et donc de faire... C'est une politesse, quoi. Ils avaient cette politesse, je pense, civile et civique, de bien paraître. C'est pas uniquement de la frime, c'était quand on est en société, on s'habille bien, on a un costume avec un pli qui est repassé sur son pantalon devant. Mon père mettait une écharpe en soie blanche pour sortir. Alors que c'est des gars qui venaient de mi-temps des camps à la Louvière, tu vois, des quartiers populaires. Et je trouve ça, c'est beau, tu vois, voilà comment j'ai construit le personnage de Freddy avec les à peu près dans le langage. David, je voudrais te faire écouter un autre extrait maintenant. Ok. Coucou mon petit, j'imagine bien ton petit sourire, mais aussi ton air interrogatif. Ah oui, aujourd'hui, c'est moi qui sors de l'ombre. Je sors de l'ombre pour te dire à quel point je suis fière et admirative de ce que tu fais. Tu te rendais compte? Tu arrives à faire vivre ta famille avec tes bêtises. Petit clin d'œil à nos étoiles. Même si du coup, là c'est moi qui ricane. On te voit moins souvent. On a dû apprendre à te partager. Quand je croise quelqu'un qui dit
Ah, c'est la sœur de Freddy. Ben non. Moi, je réponds, ah non. Moi, je suis la sœur de David et je le réponds fièrement que je suis la sœur de David. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort pour te dire à quel point je t'aime et que je suis tellement fière de ce que tu fais, de ce que tu es devenu, même si tu as toujours été notre petit comique, notre petit guéluron avec ses bêtises et avec toute la joie que tu peux nous apporter. Énorme bisous, mon loup. Faut pas faire ça, hein. Mange un émotif, attention, vraiment. Ma sœurette, c'est la petite. Nou, elle m'appelle Lou, tu vois. Moi, j'appelle Nou. C'est ma petite sœur. Pas petite, mais je suis le cadet, moi. Donc, elle a 1 an et demi en plus que moi. Puis j'ai un grand frère qui a encore 10-12 ans de plus que moi. Et encore une grande sœur qui est à la fois ma marraine. Donc voilà, on est 4 dans la famille. Ça, c'est... En effet, elle sort de sa zone de confort parce que elle parle bien. Hein. Très bien. Elle parle très bien. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ta sœur parler comme ça? Ouais, mais c'est touchant, hein, bien sûr. Mais elle a totalement raison. C'est vrai que, dans cette famille, on a toujours eu le sens de l'humour, de la gaieté. Enfin, mon père, mon grand frère étaient des guélurons. C'est eux qui m'ont appris les jeux de mots pourris, tu vois. Ils m'ont contaminé, tu vois, ça. Et on est très proches, en fait. On est très soudés avec Nicole, comme on est les 2 petits. On a grandi beaucoup ensemble. Les 2 grands, on les voyait pas. Et ce qu'elle dit là maintenant, c'est vrai. À la fois, ils sont, je pense, ils me le montrent, qu'ils sont très fiers de là où je suis arrivé par le travail. Et en même temps, oui, c'est vrai que des fois, je suis absent. Et parce que je suis distrait, je suis maladroit et désorganisé. Je peux pas être là à l'anniversaire, j'ai oublié que j'avais une date. Voilà. Et ils sont vraiment remarquables et très compréhensifs, tous dans cette famille, sur mes absences et mes négligences. Voilà. Ouais. Mais elle a dit du coup, et elle dit beaucoup trop du coup, ma sœur. Et ça je suis pas content, parce qu'elle a encore dit du coup. C'est une puissance dans tous les sens, émotive. Elle est encore plus émotive. C'est pour ça que dès que j'entends sa voix, c'est l'émotion qui parle. Tu vois. Elle, c'est une montagne d'émotions, ma sœur. Ouais. Elle est volcanique. Ouais. Elle est chargée d'amour et donc ça peut être passionné dans un sens comme dans un autre. Là, et toi? Moi, je suis un peu plus dans le contrôle. Oui. J'ai beaucoup trop pleuré quand j'étais petit. À cause? Parce que j'étais un faible, tu vois, comme un petit gamin, quoi. Ouais. Tu pleures pour rien. Et j'ai trouvé que j'étais pourquoi je pleure? À un moment, je me suis dit, quand j'avais peut-être 11-12 ans, et pourquoi tu pleures tellement? Je trouvais que je pleurais pour rien, tu vois. Enfin, très vite pour... Et encore là, aujourd'hui, tu vois, je vais voir un film qui m'émeut, quoi. Wow, j'ai la gorge nouée, sauf que là, maintenant, avec un petit peu de respiration, j'arrive à contrôler ça. Ouais. Là, j'ai dû respirer avec ma petite sœur, là. Faites plus ça. Hein. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce qu'ils pensaient, tes parents, de ton choix de carrière, de réorientation de carrière plutôt, et qu'est-ce qu'ils pensaient aussi, surtout, du personnage de Freddy? Alors là, il y a 2 vitesses. Alors, sur les choix de carrière, les orientations, ils m'ont tout le temps laissé une grande liberté. Déjà dans les études, tu vois, tu choisis de faire ça. Puis j'ai choisi d'aller à Mons après l'Athénée provinciale, à l'académie. Puis ça me plaisait pas, je suis parti à Liège. Ils m'ont jamais mis de frein. En infographie, en graphisme, en graphisme, oui, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ouais. C'est encore la préhistoire. Ouais. Tu vois. Donc oui, je suis graphiste, dessinateur, crayon, papier. Voilà. L'ordinateur est venu par la suite. Et puis quand j'ai décidé d'aller travailler à la ville de la Louvière, ça n'a jamais été un truc. Quand j'ai décidé d'arrêter, bon, j'étais un grand adulte, mais ils m'ont toujours encouragé. Ma maman a toujours été mon premier supporter, que ce soit pour tout. Quand je jouais au foot, à Bracny, elle était là à tous les matchs. Et donc, puis quand j'ai commencé à faire du théâtre, elle était là quasi à tous les spectacles. Elle, c'était mon plus grand fan. Je pouvais faire... une maman adorable et adorée. Alors, dès que j'ai commencé à faire Freddy, elle était hilare, quoi. Donc,
Mon papa, c'était plus compliqué. Ouais. En fait, lui, comme je te disais, il vient d'une famille très modeste, du quartier Militant des Camps, qui est un quartier très populaire ouvrier à la Louvière. Et lui, il a voulu aller prouver à tout le monde qu'il était capable de s'en sortir et d'avoir une petite situation. Tu vois. Donc ça a été le credo de toute sa vie, de montrer que c'était quelqu'un de capable. Hein. Et donc, par exemple, lui ne parlait pas wallon quand il était enfant, il parlait français dans un quartier où tout le monde parlait wallon. Il se faisait un petit peu mal voir pour ça. Hein. C'était pas du snobisme, hein. C'était une espèce d'orgueil, de fierté, d'amour-propre. Voilà. Hein. Donc, quand j'ai commencé à faire le perso de Freddy, qui était un perso populo avec un accent de chez nous, lui, il s'est dit, bah, attends, là, le gamin est en train de faire marche arrière sur tout ce que j'ai fait. Tu vois. Ouais. Donc, ça lui a pas plu. Apparemment. Il ne me l'a pas montré directement, il ne me l'a pas dit verbalement, tu vois, ou verbatim, mais il me l'a fait comprendre. Et puis un jour, je lui ai expliqué que j'avais construit le perso avec beaucoup d'amour pour lui dedans. Et là, ça a changé, tu vois. Il a compris. Mon papa était comme ça, il avait tellement besoin de reconnaissance qu'il fallait que souvent les choses tournent autour de lui. C'était pas un égoïste pur. Plus égocentrique. Il aimait bien d'être reconnu. Voilà. Ouais. C'était une soif de reconnaissance intense. Donc il a fallu que ça passe par là pour qu'il aime le personnage de Freddy. David, non, t'inquiète pas, mais tant qu'on est en train de parler de ta famille, je voudrais te faire goûter quelque chose. Donc je te passe une assiette et tu peux manger ce qu'il y a dessus. Peut-être pas tout, mais... C'est beaucoup, attends. Tu vas reconnaître. Au toucher... J'ai laissé une tarte à maton. Non, c'est des galettes. Exact. Des galettes. Ouais. Attends, je goûte comment? Oui, fais-toi plaisir. Ouais. C'est ma grand-mère qui les fait. Elles sont délicieuses. Donc elles ont ce petit côté wallon normalement que tu peux reconnaître. Non? Attends, il y a un truc dedans. Ouais. Est-ce que c'est pas ta maman qui faisait des galettes aussi? Attends, parce que j'ai plein de trucs. Je vais prendre des petits citronnades, tu les retrouves. Oui, fais-toi plaisir. Et un goût là-dedans. Petite cassonade. Cassonade. Ouais, elles sont très bonnes, hein. Délicieuses. Je féliciterai ta grand-mère. Je lui dirai. Voilà. Bah, je fais beaucoup de bruit de bouche. Alors, non, ma maman, elle faisait pas des galettes. Elle faisait des galettes. Ah. Parce que tu vois, son origine flamande. Ouais. Les G, elle les prononçait G. Donc elle faisait des galettes. Et on faisait toute l'année. Au départ, elle a commencé pour les fêtes de fin d'année. Elle faisait des tupperwares qui faisaient 70 cm de large, remplis de galettes, quoi. Et il y avait tous les potes qui passaient par la maison. Ils adoraient manger les galettes. Donc pour ton anniversaire, tu avais chaque année des galettes? Oui, c'est ça. Vu que t'es né le 1er janvier. Et qui étaient honnêtement délicieuses avec un goût. Elle avait ce truc, ma maman, pour faire les pâtisseries. Mon père, c'est plus la cuisine. Ouais. Et ma maman, c'est les galettes. Ouais. Ton père, à sa manière, c'était aussi un artiste un peu dans l'âme? Alors, plus un artisan qu'un artiste. Ouais. Il avait le souci du travail et pour pouvoir réussir, il faut les deux, quoi. Ouais. Il faut avoir cette flamme du talent et le travail qui va avec. Voilà. C'est ce que tu gardes toi aussi au quotidien pour ton travail? Oui, mais ils m'ont appris tous les deux, l'un et l'autre, quoi. Mon papa, ce côté-là, ce côté qu'il faut bosser pour pouvoir y arriver. Il n'a pas eu de chance physiquement, je veux dire, avec sa santé, il était très très mal, très jeune. On a failli le perdre. Moi, j'ai failli pas avoir de papa. Okay. Tout petit. Il est passé 14 fois sur le billard et donc à chaque fois c'était un risque. Il est passé par le trou de souris à chaque fois. Et donc il avait envie, tu vois, toujours cette envie de prouver qu'il était vivant, résistant, et efficace et compétent. Et de l'autre côté, ma maman qui était d'une modestie et d'une gentillesse et qui m'a appris l'humilité. Voilà. Et donc elle dit tu peux être bon, mais ça faut pas faire le malin pour ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont bons. Sauf que s'il n'y a pas le travail derrière, t'arrives à rien. Contente-toi d'être bon, tu resteras bon. Si tu veux l'excellence, va la chercher. Et là, c'est encore loin l'excellence.
David, je vais encore te faire sentir quelque chose. Attends, parce que là, Cette fois, dis donc, c'est généreux. Hein. C'est une petite boîte. Et voilà, j'ai fait tomber les t'as fait galettes. tomber. C'est parfait, c'est pas grave. Je t'ai dit, je suis malin. On les Les galettes de ramassera ta après. grand-mère, c'est un scandale. Là, je vais te passer une petite boîte. Il y a un couvercle. Tu vas Ok. l'ouvrir et tu vas sentir avec J'allais- ton nez, du coup. Ah, d'accord. Là, il s'agit de l'odorat. Là, je suis très mauvais en ça. Ah, essaye. Ouais, vraiment. C'est Pourtant, on m'a peut-être- foutu un grand nez. C'est peut-être évident quand même. Attends, j'avais déjà pas ouvert la boîte. Ça va? Non, je t'aide. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, non, ok, c'est genre, ok, je vois. Est-ce que tu arrives à Qu'est-ce que c'est que ça reconnaître? Pense qu'on Ouais, est toujours chez toi. Je connais. On est avec tes parents. On est toujours dans ce Ah oui, contexte. oui, ok, ça y est, je l'ai. C'est au nom de Dieu. Mais enfin, tu vois que je m'en vais, il faut C'est vraiment. quoi? C'est du tabac. Non, Non? mais pas loin. C'est de la chicorée. Mais bon, on n'est pas Ah loin. oui. On n'est pas loin. Ah ouais, mais ah ouais, d'accord. Ouais, mais ça, c'est de la chicorée. C'est pas la chicorée en grain. C'est dans le grain moulu. Ah ok, attends, merde, j'ai mis les doigts dedans. Oh merde, je le fous partout. Nom de Dieu. Ça colle. Ah ouais, grain moulu. Mais je Ouais. pense que dans le noir aussi, c'est Ah, punaise, différent de regarde. sentir Je les sais pas odeurs. si on voit avec l'infrarouge, mais j'en ai mis partout. Voilà. Ok, super. va Votre studio va être dégueulasse avec moi, mais je te jure. J'avais prévenu. Hein. La chicorée, oh là là, ouais. La chicorée. Attends, je mets ça par terre, je sais pas où. Où tu veux, sur la table, où tu veux. Voilà. Est-ce que, voilà, la tradition, c'était pas de mettre une cuillère de chicorée dans le café? Dans le café. Punaise, ouais. Alors attends, même mieux que ça, donc tu as les filtres, il fallait mettre une demi-cuillère dans le fond du filtre, mettre le café et une demi-cuillère de chicorée au-dessus. Alors, j'ai dit, mais ça vient d'où? Parce que plus personne fait ça, il n'y a pas besoin de ça. Mhm. En fait, ça vient, ouais, mon père a connu, et mes parents, ils ont connu la guerre, tu vois, donc à l'époque, du café, il n'y en avait pas. Je suis en train de me frotter les mains dans D'accord. partout. Hein. D'accord, écoute. Il y a un truc qui colle aussi, je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est la chicorée. Et donc à l'époque, ils faisaient de la chicorée, il n'y avait pas de café. Hein. Et donc, est-ce que c'est la tradition, enfin, une espèce de. Ouais, d'habitude, ils ont gardé cette habitude-là de mettre de la chicorée pour allonger le café. Parce que ça coûtait quand même cher à l'époque, Ouais. c'était assez modeste. Et donc, oui, il y avait ça. Mais c'était dégueulasse en fait. Non, mais c'est amer. Enfin, bref, il faut aimer ça. Il faut aimer, Mais, ouais. ah ouais, non. Ouais. C'est de la chicorée pacha. C'est ça. Je me Et c'est rappelle c'est celle-là. C'est celle-là? C'est celle-là. Ah, punaise. On parlait justement ouais. de ton papa, que tu as perdu il y a pas si longtemps. Oui, l'année passée, ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans le personnage de Freddy? Alors, non, pas, dans le personnage, pas, non. Dans la vie, oui, évidemment, parce que là, tout d'un coup, t'es plus un enfant. Enfin, je veux dire, génétiquement, t'as perdu tes deux géniteurs, donc c'est là, apparemment, qu'on n'est plus un enfant. Sauf que moi, j'ai pas l'impression de ne plus être un enfant. J'ai encore j'espère, le garder le plus longtemps possible, cette faculté d'émerveillement par rapport à certaines choses. Hein. Sans doute parce que je suis un émotif. Il y a des trucs, des images qui peuvent m'éblouir, des attitudes humaines qui sont merveilleuses. Tu vois. Et donc tant que sur cette planète il y a encore des choses pour s'émerveiller, je pense qu'elle est encore viable. Donc c'est peut-être ça qui a changé, c'est le fait qu'on voit désormais, on devient, avec les frères et sœurs, on devient la tête de la famille. Ouais. Ça change dans la vie, mais artistiquement, non, ça n'a rien changé. Peut-être que quand ma maman est partie, j'ai perdu mon meilleur spectateur, mon plus fervent. Mais ça n'a pas changé maintenant. Quand les parents s'en vont, ils s'en vont pour la dernière fois, ça veut dire qu'ils partiront plus jamais. Donc ça veut dire qu'ils sont tout le temps avec toi. C'est comme ça que j'ai pris la chose, pour pouvoir l'accepter, tant pour ma maman que pour mon papa. Pour le sourire de ma maman et le caractère de mon papa. Donc désormais, il m'accompagne tout le temps. C'est comme ça que je prends les choses. Est-ce que le rapport à la mort, c'est quelque chose qui t'effraie ou le fait de l'avoir vécu maintenant avec tes parents, ça te rassure? Enfin voilà, c'est... En fait, plus jeune, j'avais une horreur, j'en faisais des cauchemars jusqu'à l'âge de 10 ans, mais vraiment, de la fin du monde. Je rêvais de la fin du monde, c'était drôle, quoi. Il y avait des éruptions volcaniques partout, l'effondrement, c'était vraiment
le monde qui se collapse complètement. Et je rêvais de ça et je hurlais pendant la nuit. Il fallait que maman vienne me calmer. C'était très bizarre comme sensation. Et j'étais persuadé que ça allait arriver, que j'allais connaître ça. Donc j'ai eu ce flip de la mort, mais même pas la mort individuelle, la mort collective, quoi. Peut-être que c'est un instinct grégaire, je sais pas. Et puis par la suite, oui, à 7 ans, j'ai perdu ma grand-mère, ma grand-mère maternelle. C'est peut-être la première fois où je réalise vraiment c'est quoi la mort, c'est l'absence en fait. Voilà. Et tu dis, là j'ai commencé à me dire, j'ai pas envie d'être absent moi, j'ai pas envie d'être mort. Parce qu'il y a encore plein de trucs à... C'est chouette ce qui se passe autour de nous. J'ai envie d'être spectateur et acteur de la vie. Et là tu apprends que quand t'es mort, tu sais même pas si t'es encore spectateur. Et donc, ça c'était le flip du vide peut-être. Et puis à un moment tu te rends compte que la mort fait partie de la vie. En grandissant et en voyant des gens que tu aimes tellement autour de toi qui disparaissent et qui disent ils sont plus là, tu peux plus les toucher, tu peux plus leur parler, mais ce souvenir que tu as de la sensation, la fibre que tu as devant toi, personne ne peut te l'enlever. Donc je me dis, c'est pas si vite que ça. Donc j'ai commencé à accepter ce passage-là, grâce aux lectures aussi, tu vois, quand tu commences à devenir un jeune adulte, que tu sors de l'adolescence et que tu fais des lectures un peu plus philosophiques, ça te permet d'accepter des choses. Voilà. L'intelligence, on dit, c'est l'adaptation à la vie, à ton environnement. Et peut-être c'est ça. La sagesse, c'est d'arriver à la plus grande acceptation et adaptabilité possible dans ton monde. Donc ça m'a fait plus peur. C'est pas un exercice facile d'accepter. Non. J'ai pas dit que j'acceptais totalement non plus. Je fais pas le malin parce que ça commence à coller par terre maintenant. Tu vois. Écoute. Oui, j'entends. Moi, je mets les jambes loin. Je n'ai pas dit que j'acceptais totalement parce que ça reste insupportable. Mon papa qui est parti, c'était une douleur de dingue. Un ami l'année passée, et puis voilà. Et puis il n'y a rien à faire. Là, on arrive à un âge où plus on va avancer, plus ça va arriver, quoi. Donc, tu as intérêt à te blinder parce que sinon, la vie est une suite de malheurs, quoi. Il faut aller trouver les soleils entre les éclipses. Ouais. David, je voudrais te faire écouter un autre extrait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mythe et démocratie, ou quand le tout ce que l'on peut te dire affronte le tout ce que l'on doit te dire. Et c'est pour cela que nous sommes là, que vous êtes là, pour clamer ce droit à la parole, pour enfin que la bête rende son dernier souffle. Ça, c'est la première merveille théâtrale, la deuxième merveille théâtrale, professionnellement parlant, même si on n'était pas des pros à l'époque, donc c'est avec Pascal. Là, c'est dur. Donc ça s'appelait Keine Früchte von Cifer. Ça a été notre gros bébé, mais vraiment artistiquement c'est une des vraies grandes réussites totales. C'était un spectacle assez fabuleux avec ce fameux personnage qui est Pascal Marié, regretté, voilà, qui est parti il y a maintenant ça fait 4 ans déjà, 5 ans. Ce mec était complètement dingue, quoi. Il a vécu à fond et donc c'est pour ça qu'il est parti aussi vite, c'est parce que Pascal il faisait tout à fond, voilà, tout, il faisait, c'était la démesure, sauf que quand il fallait bosser, c'était aussi un bosseur. Il a créé le centre culturel de Thoin, donc c'était le directeur du centre culturel de Thoin pendant de longues années. Il a tout amené, il avait ce bagou, il avait cette compétence de pouvoir connaître très bien des dossiers. Il était très craint au niveau de la communauté française de Belgique à l'époque parce que c'est un mec qui avait pas sa langue dans sa poche et qui connaissait bien sa matière, quoi. Et alors c'était un ami hors pair avec toute la passion, les excès, parce que c'est un mec d'excès, l'excès en amitié, excès en sortie. Qu'est-ce qui t'apportait? Alors avec Pascal, c'est un mec qui
qui avait une couche épaisse autour de lui. Et sauf qu'en dessous de cette couche, là, il y a un petit cœur vraiment fragile et émotionnel. Et donc, il faisait son malin tout le temps. Là. Il avait le torse bombé, il était beau mec, beau gosse, tu vois, il plaisait à tout le monde. Et il déplaisait à cause de tout ça aussi, parce qu'il a joué de trop. Mais dedans, c'était quelqu'un de tellement entier, pur et intègre. Il m'a fait comprendre qu'un ami, tu peux aussi le détester, tu vois. Et c'est pas pour autant que le lendemain, tu vas pas le rechercher. Parce que, voilà, les amis, c'est pas des gens idéaux, c'est des gens parfaits dans ta vie. Mais ils ont aussi des travers. Et si l'amitié et l'amour, bon, ben, ça commence pareil et ça devrait finir pareil, sauf dans un lit. Mais plus tu connais les gens, plus tu connais leurs défauts, plus tu apprécies leurs défauts, ben, plus tu les aimes. Et donc Pascal, c'était l'exemple type de ça. Ouais. Parce que le théâtre, c'est vrai que tu l'as commencé bien avant Freddy, et ça a toujours été entouré d'une bande de potes quand même. Mais c'est lui et Linda, c'est à cause d'eux. Ouais. En 90, par là, 91, je pense, 92, ils veulent monter une troupe de théâtre et ils me disent viens avec nous. Je dis foutez-moi la paix, je suis pas comédien, je suis graphiste moi. Ouais. Et parce que t'as pas de formation en théâtre, hein? Non. Ouais. Je dis toujours que je suis un comédien de déformation. Par déformation, ouais. Et c'est Pascal et Linda, je dis ok, allez, on fait un spectacle ensemble et vous me foutez la paix. J'ai pas envie d'être celui à cause de qui votre projet n'a pas eu lieu. Et là j'ai mordu quoi. On est monté sur scène la première fois et j'ai dit ah ouais c'est ça. Waouh. Mais c'est un plaisir direct, c'est dingue. C'est en termes d'adrénaline et d'endorphine, de tout ce qui se termine par in et qui fait du bien. Franchement c'est incroyable comme ça booste et comme ça te rend heureux quoi. Parce que tu montes sur scène et bon là c'était de l'humour, on aime bien ça. Tu vois que tu fais plaisir en face et que toi ça te fait tellement plaisir en retour. C'est un win-win direct d'autosatisfaction pure. Pardon, je bafouille un peu d'émotion. Tu vois que tu les vis tes émotions, c'est important. Ouais c'est clair. Enfin non, il fait tout noir ici. Ça n'empêche. On est très connectés. Peut-être c'est plus clair quand il fait noir. Ouais. C'est joliment dit. À ce propos, je voudrais te faire écouter encore un autre extrait. Ah, merde, encore chialé. Salut David. Oui David, parce que tu t'appelles David. Les gens ne le savent pas, mais tu t'appelles pas Freddy, tu t'appelles David Greuze. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'un Greuze averti en veut deux to go? Jeu de mots. Jeu de mots pourri, hein. J'ai fait une tentative, mais je ne t'arriverai jamais à la cheville, ni au niveau des jeux de mots. Par contre, je sais que toi, tu es friand, tu aimes la langue française. Tu aimes la langue vraiment, un peu comme Raymond DeVos aimait la langue. Vraiment, tu as un amour pour les mots, pour les constructions de phrases, c'est affolant. Moi, je te fais ce petit message juste pour te dire une petite chose. Tu es un être humain formidable et tu es un artiste de grand talent. C'est un bonheur de pouvoir te côtoyer et de pouvoir travailler à tes côtés. Par contre, toutes les chroniques que j'ai faites, je les ai travaillées avec toi et j'ai quand même été viré plusieurs fois de la radio. Du coup, je me demande si tu n'aurais pas une mauvaise influence sur moi. Mais bon, à refaire, je continuerai absolument à tout travailler avec toi parce que voilà, non seulement tu as de bons conseils, mais en plus tu es à l'écoute, tu as un très grand sens de l'écoute et ça c'est le bonheur suprême. Bon, je te fais un énorme bisou et je te souhaite une merveilleuse émission. Ouais, le PE. Le PE. Pierre-Emmanuel Jenner. Mais merci, quel beau message, encore une fois. Il cache pas s'il t'aime ou s'il t'aime pas, et tu le vois tout de suite, et parfois tu as l'impression qu'il t'aime pas parce que c'est un gars, encore une fois, si je fais un parallèle avec Pascal, c'est une espèce de carapace, quoi. C'est un solide, c'est un puissant, mais c'est un entier, il a un vrai affect, ce mec. Ouais. Et souvent il le cache derrière une espèce de posture un peu puissante là. Mais c'est vraiment insensible, un attentif. Et parce qu'il dit que je suis à l'écoute des gens, mais l'air de rien, lui aussi. On me dit, tiens, PE, je vois, il m'a un peu snobé. Je dis, non, c'est sa manière de prendre contact. Et puis, une fois que tu connais PE, tu peux aller très loin parce que ce mec est d'une franchise totalement intègre.
Et ça fait du bien. Moi, j'aime bien les gens comme ça, voilà, qui te disent franchement ce qu'ils pensent de toi, ou ce qu'ils pensent pas de toi, ou ce qu'ils pensent de ce que tu fais, ou ce qu'ils pensent pas de ce que tu fais. Et justement, il parle voilà, vous avez collaboré ensemble. C'est aussi ton truc, ça, d'aider les gens, d'épauler, de coacher, de les écouter, justement. Ah oui, alors moi, j'ai pas aider. J'ai pas l'impression d'aider, j'ai l'impression que moi je me fais plaisir aussi. Je trouve ça tellement valorisant quand quelqu'un vient te demander de lui filer un coup de main, de demander ton avis. Punaise, ça veut dire que tu comptes pour cette personne. Donc ça veut dire déjà que ça me fait plaisir moi, tu vois. Et ensuite, si tu peux, grâce à ton avis, à la pertinence que tu peux arriver à développer, lui être utile, tu vois, mais je pense là c'est une double réussite, quoi. Et ça, je pense qu'un jour, si je suis fatigué ou si les gens sont fatigués de voir ma tête sur scène, ça me plairait beaucoup de faire ça. Ce travail de mise en scène, d'écriture, de coécriture, d'arrangeage, de spectacle pour les autres. Ouais. Mais pour l'instant, le personnage de Freddy, il prend beaucoup de temps, il demande beaucoup d'énergie. Et pour bien le faire, j'ai besoin d'être focus dessus. J'en ai pas fini avec Freddy, j'espère, quoi. Donc voilà. Et peut-être un jour le cinéma ? Bah oui, ça. Toujours un truc qu'on espère, en tout cas quand tu fais de la scène, quand tu fais du petit écran, tu espères un jour avoir un rôle conséquent, pas forcément le premier rôle d'un film, mais... Et puis tu as des envies, parfois tu dis allez, j'écrirais bien un scénario. Encore une fois, c'est des fois l'humilité, pas l'humidité. Donc en Belgique, il y en a beaucoup. Ouais. Hein, on a les deux, quoi. En Belgique, on a l'humidité et l'humilité. Et il faut pas que l'un mouille trop l'autre. C'est pas parce que sinon l'humilité, elle t'empêche de faire les choses parfois. De dire je suis qui moi. Il faut pas confondre ambition et prétention. Voilà. Et en Belgique, souvent, l'ambition, elle apparaît comme une insulte, tu vois. C'est un ambitieux, lui. C'est bien d'être ambitieux. D'être prétentieux, c'est autre chose. L'ambition, c'est savoir connaître tes compétences et pouvoir les mener au maximum de ce que tu peux faire. Tu vois. Que la prétention, c'est imaginer que tu peux faire des trucs dont tu es incapable de faire. Voilà. David, je vais te passer... Que je m'y retrouve aussi. T'as encore fait goûter un truc Où c'est Voilà. Toi aussi t'es perdu. Oui, je suis aussi perdue. Encore un petit sachet. Yes. Il y a quelque chose dedans. Je te demande de deviner ce qu'il y a dedans. Ok. On va partir sur un autre sujet. Mais... Oh ouais, ça je vois, ok. Tu peux ce sont des balles de golf. T'en sortir une, ouais, voilà. Des balles de golf, c'est drôle. Ouais. Le golf, le sport... T'es un peu un hyperactif en fait, toi, non ? Non, je suis pas hyper... Non, pas hyperactif, peut-être super actif. Super actif. Ouais. Pas hyperactif, non, parce que je pense que c'est un vrai problème, l'hyperactivité. Il y en a beaucoup qui en souffrent, tu vois. Après, super actif. Et de notre côté, je peux être super passif aussi. C'est ça, oui. Moi, j'aime bien les balances, tu vois, et les opposés. Mais le sport, c'est... Mais le sport, ça a toujours été... Donc là, c'est le golf, mais j'aurais pu te mettre aussi un gant de gardien de foot aussi. J'aurais pu... Ouais, le foot, ça a été beaucoup, quoi. Longtemps. Ouais. Donc, j'ai vraiment passionné de foot tout gamin, avec des rêves de gamin, tu vois. Le golf, c'est plus récent. Alors, oui, quoique... Alors, j'ai toujours trouvé ça un sport totalement inaccessible, inabordable, etc. Et puis en grandissant, il y a cette image négative du golf, sport de bourgeois, sport de vieux, sport qui n'est pas fait pour nous. Hein. C'est une espèce d'élite. Oh la chance entre les deux bunkers. Et en fait, ce sport, c'est un des rares sports où tu es vraiment tout seul face à toi-même. C'est-à-dire que tout ce qui va t'arriver, c'est de ta faute. À moins vraiment d'avoir, un éclair qui te tombe dessus au moment où tu tapes ta balle. Et sinon, donc ça te demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion au départ. Et puis, moi, ça m'a appris beaucoup aussi, encore une fois, sur les choses de la vie. C'est-à-dire que si au golf, tu tapes une balle de travers, que tu la rates complètement et que tu t'énerves, tu vas rater le coup suivant et probablement les deux trous qui suivent. Donc ça te permet, quand tu comprends ça, de dire je relativise parce que je rate un coup, le coup suivant est peut-être merveilleux et j'aurais peut-être finalement réussi
la suite grâce au fait que j'ai raté et que j'ai fait un coup merveilleux derrière. C'est un peu la vie, ça. Voilà. Et c'est encore une fois une belle métaphore de la vie. Il faut toujours se servir de tous les événements, de toutes les aventures pour pouvoir améliorer son quotidien et sa manière de vivre. Et dans le rapport avec les autres, ça m'aide aussi. On peut avoir un conflit avec quelqu'un. Ok, soit tu entretiens ce conflit toute ta vie et ça va te pourrir toute ton existence, soit à un moment tu arrives à mettre ce conflit de côté et tu passes à autre chose. Ce qui te permettra un jour peut-être de te réconcilier avec la personne. Ou pas. Donc, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et en effet, c'est le mental. Moi, je trouve que c'est une faiblesse chez moi. Le mental Oui, parce que je peux être très vite affecté par des choses. Alors, les gens qui me connaissent disent le contraire. Ils disent non, parce que tu es très affecté, mais tu es capable de passer à autre chose. Que certains de mes potes, ils gambergent longtemps sur des choses. Moi, je fais ça aussi, mais je ne le montre pas. Voilà, tu vois. Et donc, et donc le mental, je trouve ça tellement balèze. Quand j'étais petit, je pleurais très vite sur l'affect. Et puis, je me suis dit, faut arrêter de pleurer. C'est faible pour toi de pleurer ? Pour rien, oui. Ouais. Pour rien. Non, les pleurs sont très belles. Vraiment. Il y a des belles pleurs qui sont à la fois positive comme résiliente. Enfin, tu vois, on abordait la mort tout à l'heure. Mais les pleurs, évidemment, si tu retiens les pleurs, mais tu vas te pourrir de l'intérieur. Tu vas te faire pousser des champignons noirs dans toi. Pleure, vas-y, fais sortir l'humidité, encore une fois. Mais non. Les gens qui pleurent, je trouve ça, vas-y, normal, lâche-toi. Mais pas pour rien, quoi. Là, c'est même pas de la faiblesse, c'est encore une fois du paraître, quoi. David, on va tout doucement, on arrive au terme de l'émission. Mais que tu m'as épuisé, et pour clôturer, je voudrais te faire goûter une dernière chose. Alors, un verre, encore. Est-ce qu'il est ok, d'accord. Voilà. Parce qu'il paraît qu'un bon repas se termine toujours par... c'est un whisky ou un rhum, alors. Ouais. Rhum, exact. Et alors, est-ce qu'il est bon ? Je te laisse. Mais il est sucré, hein. C'est genre diplomatico. Exact. Ouais. Ouh là là. Alors la chicorée, on la reconnaît pas, mais le rhum, ça, pas de problème, il semble. Non, il est très bon. Écoute, je vais le finir, hein. À ton aise. Mais j'ai une dernière demande à te faire pour terminer. Attends, alors je finis pas, sinon je ne saurais plus parler. Tu peux d'abord le poser. Je vais le garder. Sur ta droite, il y a un miroir. Ouais. Et je voudrais bien que tu, sans toucher à ta chaise, en tout cas que tu te pivotes légèrement sur ta droite. Je vais quand même poser le verre de rhum alors. Ce sera plus facile. Ok, c'est bon. Ah oui, mais elle est grande, c'est ça. Et je voudrais bien que... Est-ce qu'il y a le miroir ? Non, tu vas pas le voir, d'accord. On est dans le noir. Mais je voudrais bien que David dise quelque chose à Freddy. À Freddy ? Ouais. Bon, alors mon petit gars, on n'a jamais l'occasion d'être ensemble, parce que quand tu es là, moi je disparais. Et puis dès que je réapparais, toi tu disparais. Donc là, maintenant c'est le moment. Je t'ai jamais dit merci, mon coco. Hein, t'as débarqué dans ma vie et tu l'as changé complètement. Il y a peut-être des personnes dans ma vie qui ne te disent pas merci. Mais moi, franchement, ça a été... Tu es une... Punaise, mais je suis complètement fou, moi je me parle en fait. Et tu me laisses faire analyse. En plus, analyse, c'est analyse, tu vois. On est chez le psy en fait. J'avais pas compris ça. Je me suis fait avoir. Non, Freddy, voilà, je dirais merci à Freddy, mais franchement, parce que ça a modifié ma vie. Et tous les jours, je fais le plus chouette métier du monde pour moi. Voilà, je suis épanoui dans mon boulot grâce à l'arrivée de toi, mon cher Freddy. Et à l'inverse, si maintenant tu veux mettre tes lunettes... Ouf, attends, alors je dois me coiffer. Je me coiffe, un peu n'importe comment. Attends, on va faire un truc comme ça, voilà, c'est plus ou moins. Je voudrais bien que Freddy dise quelque chose à David. Mon cher David, évidemment, c'est peut-être la première fois que je m'adresse à toi, en direct, de face à face, dans le miroir, et ça réfléchit entre nous. Souvent, ça réfléchit. C'est surtout toi qui réfléchis. Moi,
Je t'entends souvent dire qu'une fois que je suis là, toi tu n'es plus là. Non. Tu lâches les chevaux et je deviens un bronco indomptable. Et ça j'adore, c'est moi qui prends le pouvoir. Et crois-moi bien que si je pouvais, je prendrais le pouvoir tout le temps. Alors fais bien gaffe parce qu'un jour, tu risques peut-être de disparaître complètement. Sois vigilant. Merci David. Tu vois qu'il me fait flipper à Freddy, hein? Ça va, il y a juste un petit côté schizophrène, c'est pas mal. Non, il est plus que schizo, il me fait peur parfois Freddy. Non mais ce que je dis bien, c'est vrai, c'est parce que quand je monte sur scène en Freddy, je perds vraiment, je réfléchis en Freddy, tu vois, je dis des choses que je n'oserais jamais dire moi-même. Ça c'est l'avantage du nez de clown et du personnage de clown, c'est que ça peut te faire dire et faire des choses que tu ferais pas et que les gens les acceptent parce qu'ils savent que c'est du rire et que c'est de la flagornerie. Ouais. David, merci. On va terminer par une photo. Et n'aie pas peur, je vais prendre mon téléphone et on va être ébloui, évidemment. Ok, très bien. Et donc on va terminer avec une petite photo. Celle d'Ernest. Attends, je me recoiffe. Je me redécoiffe. Photo en Freddy ou en David. 1, 2. Ouf. Et voilà. C'est quelque chose quand même. C'est 1h30 de discussion là. J'espère que j'ai pas été trop lourd. En même temps, ça te met à l'aise. Je pense que le noir te permet de te libérer. Tu oublies un petit peu le contrôle. Je me suis fait avoir. Plus jamais. Pays noir.